Ce voyage sur le Nil en Égypte propose un survol de la culture pharaonique à travers une dizaine de sites archéologiques les plus représentatifs. Bien sûr, les grandes pyramides sont à l'honneur. La pyramide de Saqqara, elle, est à degrés. Elle est plus ancienne et fait partie d'un complexe funéraire très riche. Le temple de Dendera était dédié à la déesse Hathor, la déesse de l'amour. À Karnak, c'est le dieu soleil que l'on vénère. Non loin, en descendant le Nil, le Ramesséum démontre le culte rendu au roi Ramsès II. Le temple de Luxor fonctionnait en binôme avec celui de Karnak. Il y était relié par une allée bordée de sphinx. À Edfou, le dieu de cette cité pharaonique était le dieu faucon, Horus. De façon fort originale, le temple de Komombo est un temple double, dédié à Horus et à Sobek. Et sur l'île de Philae, c'est Isis, la déesse mère, qui était vénérée. Elle est à la fois la femme, l'épouse et la mère universelle. Habituellement, les 5000 ans de civilisation égyptienne sont divisés en plusieurs époques. L'Ancien, le Moyen et le Nouvel Empire. Et c'est au 3e millénaire avant Jésus-Christ que l'Ancien Empire voit naître les premiers pharaons. Et la déification du roi s'accentue à mesure que son autorité se renforce. C'est la période des pyramides, d'abord à degrés à Saqqara, puis elle atteindra son apogée sous la 4e dynastie à Gizeh. Elle voit naître les bases de l'architecture, de la peinture et de la sculpture qui serviront de référence pour tout le Moyen Empire. Plus de 1000 ans plus tard, entre l'an 1500 et l'an 1000 avant Jésus-Christ, le Nouvel Empire est considéré comme la période la plus prospère de toute l'histoire égyptienne. C'est une période de raffinement et d'évolution qui se caractérise par un renouveau culturel. C'est de cette époque que nous viennent certains des plus beaux témoignages architecturaux, comme le temple de Luxor. Le temple constitue un rare exemple de fondation divine du Nouvel Empire aussi bien préservé. Le pharaon le plus célèbre de cette période est Ramsès II qui marqua l'histoire de son empreinte. Ramsès II a régné 66 ans, une durée exceptionnelle pour l'époque. Il est réputé avoir été un grand guerrier et conquérant. Dès le début de son règne, il fait édifier son temple funéraire, le temple de millions d'années. Durant le premier millénaire avant notre ère, c'est la basse époque. Elle se caractérise par des crises de pouvoir successives et du contrôle du pays par des souverains étrangers, les Éthiopiens, les Assyriens et les Libyens. Ces souverains, bien que de cultures très différentes, adopteront tous le modèle égyptien et sa culture. Ils se feront en effet proclamer pharaons, certains cherchant même à retrouver la gloire passée de l'Ancien Empire, du Moyen Empire ou du Nouvel Empire. Les prêtres en profitent alors pour prendre le pouvoir au détriment des nouveaux pharaons. Malgré une volonté affichée de conserver l'héritage des Ramesséides, le pays est affaibli économiquement et ne peut plus garder le contrôle d'un vaste empire ni endiguer son déclin. Par la suite, l'Égypte va même devenir une province, d'abord de l'Empire perse, puis de l'Empire grec sous la dynastie des Ptolémées. Le pays se mettra finalement sous le joug de l'Empire romain à l'aube de notre ère, comme ici à Philae, où les traces des conquérants latins sont nombreuses, à commencer par le mélange des dieux et des déesses. Tous ces sites archéologiques abandonnés puis redécouverts au XIXe siècle grâce aux égyptologues racontent l'histoire de cette grande civilisation. C'est une histoire des premiers missionnaires qui se situent surtout en fait dans la région du Caire, des environs du Caire, mais où on ne pénètre pas trop vers le sud. Il faut attendre quand même, disons, le XVIe, XVIIe siècle pour vraiment commencer à pénétrer dans la Haute-Égypte. Alors c'est vrai que là encore, ce sont aussi des religieux qui viennent. Les premiers, il y a le père François, le père Protet, donc qui vont petit à petit arriver vers Thèbes, qui vont même découvrir Thèbes.
Et puis alors on a surtout un voyageur anonyme aussi, qui est un Vénitien, qui s'intéresse à cette ville, qui parcourt cette ville, mais sans savoir que c'était Thèbes. Voilà. Et puis alors après ça, on va bien entendu aller vers le 19e siècle. Alors on va commencer surtout avec la fameuse expédition de Bonaparte en Égypte, 1798-1801. Ça va être aussi un atout culturel considérable, puisque pour la première fois, il va y avoir une véritable exploration de ce pays, à travers tout un ensemble de facettes, car il ne faut pas perdre de vue que Bonaparte, en venant en Égypte, dans le cadre de cette expédition, emmène avec lui quand même près de 170 savants, tout un ensemble, si vous voulez, de spécificités qui vont permettre petit à petit de recueillir un ensemble considérable de données et qui vont permettre pour la première fois de découvrir véritablement une civilisation. Et c'est à ces savants d'ailleurs que l'on doit la redécouverte notamment de l'Égypte ancienne. Donc là on a une expédition qui va marquer de manière tout à fait considérable à la fois la France, parce que c'est quand même la France qui l'organise, donc avec tout un ensemble de documents qui vont être rapportés et qui vont permettre petit à petit de constituer un ouvrage considérable qu'est la fameuse description de l'Égypte. Alors c'est vrai que les Français ne pourront pas tout remporter en France, puisque évidemment, durant leur séjour, ils avaient aussi rassemblé tout un ensemble d'antiquités qu'ils comptaient bien justement pouvoir faire venir dans notre pays. Et là, ces antiquités vont être bloquées à Alexandrie, puisque la flotte anglaise va détruire la flotte française. Et c'est au cours de cette destruction et de cette confrontation entre les troupes françaises et anglaises que la France devra remettre, suivant le traité d'Alexandrie, toutes les antiquités rassemblées par les savants à l'Angleterre. C'est d'ailleurs pour cela que se trouve aujourd'hui au British Museum en Angleterre la célèbre pierre de Rosette, sur les estampages de laquelle Champollion, bien plus tard, devait justement commencer sa grande découverte des hiéroglyphes. Car en fait, après la grande expédition de Bonaparte, il va y avoir aussi les expéditions scientifiques qui vont petit à petit pénétrer dans ce pays et aussi rassembler une documentation considérable. Alors, la première de ces grandes expéditions, c'est l'expédition que va mener Champollion, accompagné de Ippolito Rosellini. Donc c'est une expédition franco-toscane qui est financée par notre roi Charles X et puis aussi par le grand-duc de Toscane. Et cette expédition, qui va durer quelques années, va permettre de rassembler, là encore, tout un ensemble de documents sur la civilisation pharaonique essentiellement, en parcourant depuis le nord pratiquement jusqu'à la Nubie, et rassembler des dessins, des notices descriptives sur tous les monuments qui étaient visités par ces deux savants, et qui vont permettre aussi d'ailleurs de pouvoir rapporter en France tout un ensemble de dossiers concernant cette civilisation pharaonique. Donc ça va être un complément important à ce qu'était la description de l'Égypte, avec aussi la découverte de Champollion, entre-temps, qui était la fameuse découverte de la langue hiéroglyphique, ce qui veut dire que là, on a des savants qui non seulement vont décrire des monuments, vont les relever sur le plan architectural, mais vont aussi les comprendre, puisque pour la première fois, Champollion va pouvoir lire sur place tous les textes qu'il va pouvoir examiner. Quelques temps plus tard, nous aurons aussi une autre expédition scientifique très importante, celle que va mener Richard Lepsius et ses équipes. Alors c'est une expédition prussienne à l'époque, et Lepsius, dans les pas de Champollion, va également pratiquement parcourir les mêmes sites, et puis va lui-même rassembler tout un ensemble de données importantes sur le plan archéologique et épigraphique, et va publier en Allemagne les fameux Denkmäler, qui est d'ailleurs une somme considérable finalement, là aussi, de données pour cette Égypte de l'époque pharaonique. Alors il y a bien sûr, à côté des explorations scientifiques ou des expéditions scientifiques, il y a aussi bien sûr la constitution de ce qu'allaient devenir nos fameux musées. Alors c'est vrai qu'on connaît une période assez particulière, qui est la période d'ailleurs que l'on désigne un petit peu comme étant la période de la guerre des consuls, parce que nous avions en Égypte à cette époque, donc on est dans les années 1815-1816, nous avions un consul général qui était Bernardino Drovetti pour la France, qui représentait la France, et puis alors il y avait un consul anglais qui était Henry Salt, qui lui représentait pratiquement la partie britannique. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que vont se constituer les grandes collections, notamment occidentales, européennes, et en particulier, bien sûr, la collection française et la collection anglaise.
Alors nous avons la visite en 1816 d'un certain Belzoni, qui, à la demande du consul Solt, vient visiter les lieux, dans un but d'ailleurs très précis, c'est d'emporter le buste d'une statue qui se trouvait dans la deuxième cour du temple et que l'on désignait jusque-là comme étant le jeune Memnon. Alors c'est vrai que c'est en plein mois de juillet 1816 que Belzoni se lance dans cette opération, va sortir du Ramesséum ce très très beau colosse, ce buste plus particulièrement, et va pratiquement le mettre sur un bateau et puis le faire partir jusqu'à Alexandrie. Et d'Alexandrie, bien entendu, ce buste ira vers l'Angleterre. Et c'est aujourd'hui, bien sûr, le jeune Memnon, que l'on voit exposé au British Museum aujourd'hui, est une des plus belles pièces de ce musée. Alors, ça fait partie de toutes ces pièces majeures qui ont été emportées au fil du temps, à une époque où, il est vrai, il n'y avait pas une véritable législation non plus des Antiquités, donc ce qui veut dire que finalement, tous ces voyageurs qui parcouraient l'Égypte avaient tendance évidemment à acheter les choses qu'ils pouvaient acheter, et puis d'autres qui étaient tout simplement emportées. C'est comme ça que nous avons beaucoup de pièces qui sont aujourd'hui dans nos musées, mais qui correspondent à une époque où il n'y avait pas encore une véritable législation en fait, des Antiquités. Alors, le début de l'archéologie française, on le doit surtout à Mariette. Car c'est Mariette, évidemment, qui a été quand même le fondateur d'abord du service des Antiquités de l'Égypte, et puis aussi le premier qui a pensé et qui a conçu finalement un musée archéologique au Caire, le fameux musée de Boulak, dans sa première version. Alors Auguste Mariette a fouillé dans bien des sites en Égypte. Il a parcouru l'Égypte depuis le delta jusqu'à la Haute-Égypte. Il a donc fait des fouilles assez considérables. Il a rassemblé au fur et à mesure de ses fouilles, bien entendu, de magnifiques monuments ou objets qui se sont trouvés dans un premier temps, donc évidemment répertoriés et puis ensuite conservés dans le premier musée qui était le musée de Boulak, avant que ce musée d'ailleurs ne soit transféré un peu plus tard, mais là Mariette était déjà mort en fait, s'était transféré au musée de Giza avant de parvenir définitivement dans le grand musée des Antiquités pharaoniques d'aujourd'hui, mais qui est une création qui remonte à 1902. Donc c'est Mariette qui a été quand même le fondateur de ce service d'Antiquités en 1858, et qui fait qu'à partir de ce moment-là, on met en place une véritable législation qui va permettre de régler d'abord tout ce qui concerne les concessions archéologiques qui seront petit à petit distribuées à d'éventuels fouilleurs étrangers, et à partir de là, surtout d'assurer un contrôle, si vous voulez, de tous les sites archéologiques. Alors bien sûr, on est dans une aventure qui est à ses débuts, et qui va petit à petit se structurer, se moderniser. Il faut savoir que lorsque Mariette va disparaître, c'est Gaston Maspero qui va prendre la relève, et Gaston Maspero va continuer de diriger ce service d'Antiquité pendant un certain nombre d'années, et d'ailleurs va aussi être le fondateur de l'école française du Caire. Donc là, on voit que la France commence à s'implanter véritablement dans le milieu égyptologique en Égypte, et donc cette école française du Caire qui existe jusqu'à aujourd'hui sous le nom de l'Institut français d'archéologie orientale, eh bien c'est par cette école que sont passés un très grand nombre d'égyptologues, d'archéologues, de philologues français. Voilà. Donc en fait, on a à partir de Gaston Maspero une évolution encore un petit peu, si vous voulez, de la présence française en Égypte en ce qui concerne l'archéologie. Et on va la retrouver d'ailleurs au cours des décennies suivantes, puisque pendant très longtemps, le service des Antiquités de l'Égypte continuera d'être dirigé par des experts français, jusqu'à la révolution finalement qui a été conduite par Gamal Abdel Nasser. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez différent puisque évidemment l'Égypte est maître de sa destinée, donc ce qui veut dire que ce sont les Égyptiens qui gèrent le service des Antiquités, depuis la révolution évidemment nassérienne. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des permis, des autorisations qui sont en revanche remis à des missions étrangères, des missions officielles, donc qui permettent de pouvoir continuer d'assurer un certain nombre de fouilles, de travaux de restauration, de conservation dans le contexte des sites archéologiques qu'ils souhaitent explorer. Alors ces missions, ce sont des missions évidemment qui ne sont pas de très longue durée, il faut bien le dire, parce que les financements ne sont plus les mêmes aussi, et là ce n'est plus l'Égypte qui gère finalement les financements des missions étrangères, c'est aux étrangers de financer leurs propres missions. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, généralement, les missions étrangères travaillent entre 1 mois et 4 mois, 5 mois par an sur un chantier,
afin de pouvoir faire avancer finalement un petit peu, que ce soit des fouilles archéologiques, que ce soit des travaux de relevés épigraphiques, iconographiques ou architecturaux, voire encore pouvoir, si vous voulez, travailler à la restauration d'un monument ou à sa conservation. Voilà. Donc en fait, on a depuis maintenant pratiquement la révolution égyptienne tout un ensemble de missions archéologiques qui travaillent de nationalités tout à fait différentes, puisqu'on a aussi bien des Français, des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Américains. Donc on a pratiquement un grand éventail de nationalités, si vous voulez, dans la recherche égyptologique sur place en Égypte. Autre joyau incontournable de la vallée du Nil, construit, lui, pour l'essentiel, sous les 18e et 19e dynasties au XIVe siècle avant Jésus-Christ, le temple de Luxor, ou Opet du Sud, est un temple égyptien voué au culte d'Amon. Il est situé au sein de l'ancienne Thèbes, la capitale de l'Empire, qui possédait également le temple de Karnak, au nord. Le temple de Luxor était dédié à la triade des divinités de Thèbes, Amon, Mout, son épouse, et Khonsou, leur fils. Il fonctionnait en binôme avec celui de Karnak, avec lequel il était relié par une allée bordée de sphinx, un dromos long de plus de 2 km et bordé de 700 sphinx. Ceux proches de Luxor étaient à l'effigie des pharaons. Chaque année, au cours de la belle fête d'Opet, de Karnak à Luxor, le dieu Amon gagnait par ce chemin en procession solennelle son harem du Sud. Le temple de Luxor est en quelque sorte le complément du grand temple d'Amon à Karnak, car il était dédié à la forme génitrice du dieu dynastique sous son aspect d'Amon-Min, le fécondateur. Les parties les plus anciennes actuellement visibles remontent à Amenhotep III. Il fut modifié par la suite par Ramsès II, qui y ajouta notamment 6 statues monumentales et 2 obélisques, dont l'un, offert à la France en 1831, orne la place de la Concorde à Paris. Le grand pylône mesure, lui, 65 mètres de largeur et 24 mètres de hauteur. Ces 2 massifs étaient recouverts à l'origine d'un enduit blanc orné de plaques de métaux précieux et d'un décor sculpté peint de couleurs vives. Des 6 colosses de Ramsès II, 2 assis et 4 debout, il n'en reste en place que 3, 2 assis et 1 en pied, taillés dans des blocs de granit rose et gris. Ces effigies gigantesques évoquent l'aspect divin du roi. Exécuté dans le plus pur style de la XVIIIe dynastie, le temple de Luxor constitue un rare exemple de fondation divine du Nouvel Empire qui soit aussi bien préservé. Quatre babouins en position d'adoration sont gravés sur le socle de l'obélisque de granit rose resté en place. Cet obélisque de 26 mètres de hauteur pèse environ 230 tonnes. Son sommet pyramidal était recouvert d'une feuille d'électrum, un alliage de 80% d'or et de 20% d'argent qui étincelait au soleil, symbolisant le dieu soleil Ré. Sur chacune des faces, 3 rangées d'inscriptions verticales répètent le nom et les titres de Ramsès le Grand, le glorificateur de Thèbes, favori des 2 déesses, et établissant des monuments à Luxor pour son père Amon qui l'a placé sur le trône, roi de la Haute et Basse Égypte et élu de Ré. Le temple de Luxor a été conçu selon un plan classique. Franchissant le pylône par une porte étroite, la procession de la barque solaire du dieu Amon qui venait de Karnak traversait d'abord la première cour avant de gagner le sanctuaire où la statue du dieu était déposée dans le naos précieux. La première cour, dite de Ramsès II, est entourée de portiques comprenant une double rangée de 74 colonnes massives qui rappellent celles de la salle hypostyle de Karnak, à fûts lisses et à chapiteaux papyriformes fermés. Cette cour majestueuse a une largeur de 50 mètres pour une longueur de 57 mètres.
et chaque surface est recouverte d'inscriptions cérémonielles. Pour édifier cette cour, l'architecte de Ramsès tint compte de l'existence d'une triple chapelle reposoire d'Hatchepsout. Construite pour la triade thébaine, elle fut restaurée par Ramsès II à l'occasion de la construction du pylône. La chapelle est précédée de fines colonnes en forme de bouquet de papyrus de la XVIIIe dynastie. Le sud de la cour est aussi orné de colosses qui alternent avec les colonnes. 11 statues géantes en pied et 2 colosses assis. Elles ont été pour la plupart sculptées dans du granit et portent toutes le nom de Ramsès II. Le colosse matérialise les 2 facettes, humaines et divines du roi. Le rôle du colosse, c'est le culte, la mise en divinité du roi. Ramsès II fut un grand théologien. Il reprit à son compte l'initiative du culte solaire monothéiste amorcé par Akhénaton, mais il préserva les cultes traditionnels. Tout en développant au travers de sa propre personne une religion transfrontalière qui permet de rassembler les peuples, il continue à favoriser les temples des grands dieux de l'Empire, Amon, Rê, Ptah ou Osiris. Partout, il redonne au temple et au culte des dieux un faste inégalé. 2 autres colosses assis à l'effigie du grand Ramsès précède l'entrée de la grande colonnade processionnelle. Le bas-relief qui orne le mur sud permet de se rendre compte de l'aspect initial du pylône avec les 2 obélisques et les 6 colosses. Cette œuvre représente les 17 premiers princes royaux conduits par Ramsès II lui-même, qui mènent la procession inaugurale et se dirigent vers le pylône. À l'occasion de cette solennité, des bœufs gras sont conduits pour le sacrifice. L'espace entre leurs cornes est garni tantôt de plumes, tantôt d'une tête de Nubien ou encore d'une tête de Sémite. Leur sacrifice se substitue à celui des populations nubiennes ou asiatiques que, selon l'ancienne tradition, tout roi doit mettre à mort pour son triomphe. Sous le regard des 2 colosses de Pharaon, on traverse le second pylône d'Amenophis III et on entre maintenant dans la colonnade processionnelle haute de plus de 20 mètres marquant l'entrée proprement dite du temple. Les constructions d'Amenophis III commencent donc par le pylône et la colonnade de 14 colonnes papyriformes à chapeau ouvert, le plus haut des édifices conservés du temple. Cette salle se compose de 2 rangées de 7 colonnes campaniformes à fût lisse sur lesquelles sont posées de lourdes architraves. La colonnade processionnelle constituait l'entrée solennelle du temple d'Amenophis III et mesure quelques 52 mètres. Lorsque Thèbes était le siège des pouvoirs divins et royaux, Amon, simple dieu local, fut assimilé à Rê, le dieu solaire et universel. Amon-Rê acquit ainsi une place prépondérante sur les autres dieux égyptiens et sur laquelle allait se fonder le pouvoir des nouveaux pharaons du Nouvel Empire. Les reliefs des parois latérales de l'allée remontent à Toutankhamon et à Horemheb au XIVe siècle avant Jésus-Christ et représentent la fête officielle d'Opet. Cette fête avait lieu durant le second mois de la saison de l'inondation.
La triade de Thèbes, Amon, son épouse Mout et leur fils Khonsu, entourés de soldats, de musiciens et de danseurs, se rendaient donc en barque du temple de Karnak à celui de Luxor sur une barque d'apparat tirée en procession depuis la rive du Nil durant sa crue. Là, le dieu Amon, rejoignant sa forme fertile, Amon-Min, le phallique, retrouvait sa vigueur. Puis, au terme de réjouissances qui duraient 11 jours, il revenait toujours en compagnie de sa famille divine vers Karnak en empruntant cette fois le Grand Dromos. Construit autour du sanctuaire d'Amon-Min, le temple de Luxor était consacré au mystère de la vie que le dieu Amon, en tant que Nil bienfaisant, renouvelait chaque année. La colonnade donne accès à la seconde cour hypostyle. Une grande cour carrée, la cour solaire, de 52 mètres de longueur et de 46 mètres de largeur, est bordée sur 3 côtés d'une double rangée de 64 colonnes papyriformes, fasciculées et cannelées. De nombreuses architraves sur lesquelles le nom d'Amenophis III est sculpté montrent aujourd'hui encore une fraîcheur inchangée et laissent deviner combien la cour dut être jadis impressionnante. Les barques solaires la traversaient pendant la fête d'Opet pour prendre place dans des petites chapelles aménagées à cet effet, s'ouvrant dans les murs des portiques. Le sanctuaire proprement dit, la résidence d'Amon, de même que les salles qui précèdent, ont conservé une bonne partie de leur couverture en dalles. La première salle de cette partie couverte, la salle hypostyle, comprend 32 colonnes papyriformes du même type que celui de la cour et disposée en 4 rangées. Elle était éclairée par la lumière du jour, créant un espace intermédiaire entre le plein soleil de la cour et l'obscurité des petites pièces du temple. La seconde salle hypostyle appelée vestibule sera transformée en chapelle du culte impérial et, par la suite, un nouveau décor sera réalisé sur les parois au moyen d'un enduit de stuc peint de figures dans un style purement gréco-romain. Le culte sera désormais détourné et une chapelle en l'honneur d'Auguste, le grand empereur romain, y sera même érigée. Mais retour aux temps anciens, et une autre salle, située dans le prolongement, termine le temple avec des représentations divines. La petite salle aux 4 colonnes renfermait la table d'offrande. Ici, durant les 11 jours de la fête d'Opet, les prêtres se succédaient, déposant diverses victuailles fraîches nécessaires aux festivités des dieux. La décoration montre Amenophis III rendant hommage aux dieux et recevant des mains de son divin père Amon la couronne d'Égypte. Luxor est l'un des plus anciens lieux de prière au monde.
En effet, l'affectation religieuse du site est restée quasiment ininterrompue pendant plus de 3500 ans, même s'il a été entièrement remanié au Nouvel Empire. Persistance d'un lieu de culte dont la splendeur n'a cessé malgré les soubresauts de l'histoire. Après avoir franchi la porte de la salle des offrandes, on pénètre dans le Saint des Saints, la salle du sanctuaire de la barque sacrée du dieu Ammon. La salle était supportée par 4 grandes colonnes dont les bases apparaissent sur le dallage. Parmi les pièces voisines, dont les magasins, on remarquera particulièrement les chapelles reposoires destinées à la triade thébaine. Sur leurs murs, le roi Encens offre des libations et des bouquets de fleurs à Ammon. Les offrandes, dont les bœufs gras, sont ici apportées par les bouchers du roi. Les salles du Prénaos commémorent, par les scènes gravées, le mythe de l'origine surnaturelle du roi. Ammon va de nouveau épouser Mout, qui redonnera naissance à Khonsu, un rituel où le pharaon renaît lui aussi de son père Ammon. Ainsi, chaque nouveau règne favorisait le commencement d'un nouveau cycle. Cela permettait de plus de célébrer la permanence de la fonction royale, périodiquement renouvelée par Ammon. C'était là la fonction majeure d'un tel temple. Jumelé avec le site de Karnak, dans l'ancienne capitale du pays, Thèbes, Luxor était certainement le site religieux le plus important d'Égypte durant le Nouvel Empire. Dendera se situe en Égypte, sur les bords du Nil, à environ 65 km au nord de Luxor. Commencé sous les derniers Ptolémées, le temple de Dendera est achevé à l'époque romaine sous l'empereur Néron, vers l'an 60 de notre ère. Ce site est extraordinairement bien conservé, avec ses cryptes très profondes creusées dans l'épaisseur des murailles et décorées de bas-reliefs religieux encore hauts en couleur. Son temple principal dédié à la déesse Hathor est le plus grand, couvrant quelques 40 000 mètres carrés, et également l'un des mieux conservés du site, si ce n'est pas le meilleur dans toute l'Égypte. Il est aussi un des mieux décorés de cette époque ptolémaïque. Dans la mythologie égyptienne, Hathor est la déesse de l'amour, la beauté, la musique, la maternité et de la joie. Elle est vénérée à Dendera et associée au dieu Horus, son époux du temple d'Edfu. Elle est représentée sous les traits d'une femme portant le disque solaire entre ses cornes, ou d'une vache. Le premier roi à qui l'on attribue la construction du temple de Dendera est Ptolémée XII. Il était ceint d'un épais mur en briques dont il reste encore aujourd'hui de beaux restes qui tendent à démontrer, si cela est encore nécessaire, tout le savoir-faire architectural des Égyptiens de l'Antiquité.
le mur d'enceinte en briques crues du complexe monumental de Dendera se trouve la porte monumentale des empereurs romains Domitien et Trajan, construite durant la période finale du temple à la fin du 1er siècle. Des vestiges de chapelles, romaines également, se trouvent devant l'entrée. Les Grecs anciens identifiaient à tort à la déesse Aphrodite et les Romains à Vénus. En Égypte, la déesse du pouvoir de la féminité était Isis, mais les deux déesses initialement en concurrence seront confondues dans des périodes plus tardives et l'on verra apparaître des représentations d'Isis avec la coiffe d'Hathor. Hathor est généralement représentée comme une déesse vache avec des corps entre lesquels apparaissent le disque solaire et l'uréus. À l'est s'étend une autre partie de la ville avec au milieu une basilique copte construite probablement au 5e siècle et qui démontre l'adaptation et l'appropriation par la religion chrétienne des sites cultuels ancestraux. D'ailleurs, la nécropole de la ville comprend de très anciennes tombes de l'époque prédynastique et de la fin de l'Ancien Empire. Selon les inscriptions relatant la fondation du temple, son plan s'inspire de très vieux documents datant de Khéops et même des temps mythiques. Mais actuellement, le plus ancien monument encore visible est un mamisi datant de l'époque de Nectanebo Ier. Le temple de Dendera est différent des autres temples gréco-romains car il ne possède ni pylône d'entrée ni cour à portique. 4 colonnes à chapiteaux ornaient sa façade et on y accédait en entrant directement dans la salle hypostyle. Les 4 têtes d'Hathor ornant les chapiteaux de chaque colonne proclament le caractère universel de la déesse. Les scènes représentent la triade Hathor, Horus et leur fils Arsomptus, qui se fait offrir le lotus qui est l'allié du soleil levant. Plus haut, le sacre d'Horus, le roi des rois. La façade trapézoïdale est surmontée d'une corniche. À certaines heures du jour, sur l'architrave, la lumière frisante permet de mieux contempler diverses divinités faisant des offrandes et qui s'avancent vers le symbole de la déesse en position centrale, le disque solaire ailé. La salle hypostyle fut décorée sous les règnes des empereurs romains Auguste et Néron au début de notre ère. 18 colonnes hathoriques, dont les chapiteaux représentent sur 4 faces la déesse Hathor coiffée d'une lourde perruque et surmontée d'un sistre, l'instrument de musique favori d'Hathor, soutiennent le plafond. Ces colonnes végétales évoquent la nuit dans laquelle se dissimule la lune. Elles représentent le marais primordial où s'agite toute la création, la source de toute vie. Toutes les colonnes et toutes les parois sont recouvertes de magnifiques hiéroglyphes dont les couleurs sont encore préservées sous la poussière. Le plafond de la salle hypostyle, divisé en 7 travées par des architraves, supporte des représentations astronomiques. Le trajet diurne du Soleil, le trajet nocturne de la Lune, les 12 heures du jour et de la nuit, ou même les éclipses.
L'astronomie est liée au culte d'Hathor et les prêtres suivaient avec attention le mouvement des étoiles de façon à établir un calendrier précis des fêtes religieuses. Une autre travée montre le calendrier lunaire divisé en 14 personnages représentant les phases de l'astre de la nuit. La lune est représentée par l'œil. Le plafond de la salle hypostyle du temple de Dendera est un inventaire quasi exhaustif des connaissances astronomiques des Égyptiens à l'époque ptolémaïque. Les murs intérieurs de la salle hypostyle sont ornés de reliefs. Au-dessus, sur les 4 registres, apparaissent les empereurs romains qui se partageaient le titre de pharaon. Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Ils adorent tous Hathor et lui dédient des offrandes. Sur un mur, on remarquera le roi et un prêtre encensant l'âme du souverain. Dans le sanctuaire, on déposait les barques destinées à la déesse ainsi que ses statues. Des bas-reliefs exposent une succession des rites du culte journalier que devait accomplir le roi, comme briser les scellés de la porte, adorer Hathor ou lui offrir de l'encens. Il est évident que le roi ne pouvait à lui seul accomplir tous ces rites. Ce sont les prêtres qui accomplissaient ces tâches. De petits couloirs très étroits, aménagés dans l'épaisseur des murailles ou des fondations, donnent accès à des pièces de petite dimension et décorées. Les cryptes, lieux cachés et exclusivement réservés aux prêtres. Ces salles aménagées sur plusieurs niveaux servent à entreposer les objets sacrés et divins, les trésors et les richesses du temple, le matériel cultuel et les archives. À droite, on entre dans la cour à ciel ouvert. Elle précède le petit kiosque du Nouvel An. Au plafond du kiosque, on voit des représentations de Nout et de la naissance du soleil qui dardent ses rayons sur le temple. Représenté par une tête d'Hathor, reconnaissable à ses oreilles de vache, dépassant de sa coiffure, et qui est dressée sur une montagne entre 2 arbres. À mi-hauteur, la procession s'arrêtait pour permettre aux prêtres d'effectuer tout le rituel de la célébration de l'union de la déesse Hathor au disque solaire. Le toit du temple était surmonté par le kiosque du disque, de plan rectangulaire avec ses 12 colonnes montrant le visage d'Hathor vers les 4 points cardinaux. C'est là que se tenait chaque année la fête du Nouvel An. Au soleil levant, au cours de la cérémonie appelée l'union au disque, on transportait la statue d'Hathor sur le toit du temple afin qu'elle soit régénérée par les rayons solaires de son père Ré. Dans un autre kiosque, le plafond représente la célèbre carte du ciel, des constellations et des décans, connue sous le nom de zodiaque de Dendera. Le zodiaque de Dendera est une carte des étoiles en projection plane. Il montre les 12 constellations du zodiaque formant les 36 décans et les planètes. Certains de ceux-ci sont représentés sous les mêmes formes que leurs noms connus. Par exemple, le bélier,
le taureau, le scorpion, le capricorne ou le lion. Repartant dans la cour, on remarque une statue du dieu Bès au sol. Un dieu grotesque et ventripotent, mais qui protégeait la naissance de l'enfant divin d'Hathor. D'autres pierres éparpillées libèrent l'imagination. En faisant le tour du temple, sur sa face arrière, il y a une représentation de la reine Cléopâtre accompagnée du fils Césarion, qu'élu de César. Il est temps maintenant de laisser ici Hathor et de poursuivre notre voyage le long du Nil